Bonsoir à tous, bienvenue sur videobourse.fr, il est 17h58, le live va commencer dans 2 minutes. Ce soir on doit recevoir Forexman, je vais voir s'il est connecté. Et on va ensuite enchaîner pour ce dernier live de la semaine en ma présence, puisque demain je serai pas là. Mais je crois que Match va assurer le live de demain 15h, pour ceux qui seront présents, qui ne sont pas au salon du trading, et qui seront sur les marchés. Par contre le live de demain soir, peut-être que ce sera Scalper, j'essaierai de voir avec lui. Alors il faut que je joue avec Forexman pour voir s'il peut se connecter. Alors déjà, est-ce que vous pouvez me confirmer sur le chat que c'est ok au niveau du son et de l'image? Alors 17h59, en attendant de recevoir Forexman, je fais un point sur le compte. L'euro-dollar a un peu baissé cet après-midi, donc ça a joué contre nos positions acheteuses, mais c'est dans le sens de la majorité de nos trades, donc on est toujours dans une majorité vendeuse. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 positions vendeuses et 4 positions acheteuses désormais, donc on est quasiment à l'équilibre, c'est pas mal. Ça équilibre le compte, on va essayer d'avancer. Un petit point sur le DAX, ça stagne, ça y est, les marchés sont fermés, donc désormais il y a peu d'évolution. Bonsoir à tous, images sont ok. Alors, justement Forexman, est-ce que tu nous rejoins? Alors je vais attendre que... Alors, t'as changé le style du site, Fab? Non, pas du tout. Pourquoi, Jérém? Qu'est-ce que t'as vu de nouveau sur le site? Moi, je vois pas. Pourquoi tu dis ça, Jérém? Alors, on me dit qu'il y a quelques coupures. Est-ce qu'il y a des coupures pour tout le monde ou uniquement pour Bird? Pourtant, j'ai pas grand chose allumé. Je vais fermer les quelques logiciels qui peuvent prendre de la place, mais normalement, non. Il n'y a pas d'upload ou quoi que ce soit, donc non, ça devrait pas faire tant de coupures que ça. Il est 18h, donc on va commencer d'une minute à l'autre. J'attends juste d'avoir... ok. Alors je vais aller tester par moi-même, voir si moi aussi j'ai des coupures ou si le problème vient de la connexion. Alors on me dit qu'il y a quelques coupures. Est-ce qu'il y a des coupures pour tout le monde ou uniquement pour Bird? Alors non, apparemment pour moi il n'y a pas énormément de coupures, en tout cas c'est audible, donc peut-être que ça vient de ta connexion Bird. Donc il est 18h01, excusez-moi du retard. On va porter ce soir sur les thèmes des breakouts, avec notamment l'étude des différences entre les breakouts. Voilà, donc c'est bon. Ok, donc là j'ai... Ok, j'ai Forexman, je l'appelle, on démarre tout de suite. Allô? Ouais, tu m'entends? Oui, c'est bon. Ok. Alors, on va faire des petits tests son. Est-ce que tu peux parler rapidement, faire quelques tests? Est-ce que vous m'entendez bien là? Alors, je vais augmenter un peu le son. Alors, donc apparemment ça a l'air ok. Bonsoir Forexman, bienvenue sur Vidéobourse. Donc c'est la première fois que tu participes à une émission. Merci beaucoup de nous rejoindre. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter le sujet que tu veux traiter ce soir?
Alors, moi, je suis un ancien trader des salles de marché. Alors attends, 2 petites secondes. Essaye de couper le live en même temps que t'as. Je suis déjà un ancien trader des salles de marché. J'ai fini ma carrière chez Calion avant le Crédit Lyonnais. D'accord. Et depuis 4 ans, depuis même 5 ans, je vis des marchés financiers. D'accord, ouais, bah, très intéressant comme parcours. On a plutôt l'habitude de recevoir des traders particuliers, donc bah, on va voir pour une fois un trader qui sort de salle de marché. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir trader particulier, à quitter le monde du trading pour une entreprise en fait? Eh bien, quand le Crédit Lyonnais a été mangé par le Crédit Agricole, on a tous été réunis dans un ensemble qui s'est appelé Calion. Il y avait les traders de l'Indo-Suez, les traders Crédit Agricole et les traders du Crédit Lyonnais. Et les traders Crédit Lyonnais ont été très mal vus du fait qu'à l'époque, la banque avait pas mal de petits soucis. D'accord. Ok, Et ok. ce qui fait que, alors, juste une information, quand j'étais chez Calion, j'ai été mis dans l'équipe des propriétés traders. C'est-à-dire? Propriété traders, ben, Goldman Sachs, 80% de ces traders sont des propriété traders. C'est l'élite des traders, ils ne font que du compte propre. D'accord. Alors, simplement, là, c'est vraiment un parcours très intéressant. On va avoir beaucoup de choses à dire. Simplement pour que ce soit, que ce soit très, très bon au niveau technique, est-ce que tu peux essayer en fait, déjà, est-ce que tu peux couper le son du chat? Alors, je vais te dire comment on fait pour ça, parce que sinon, à chaque fois que les gens postent, on entend le bruit en retour chez toi. Alors, pour ça, tu vas sur le chat de Vidéo Bourse, tu vas dans Extra, Oui, et dans Son, tu vois, tu as 1, 2, 3 ou Off. ça y est. Tu cliques sur Off, donc désormais, ça fera plus de bruit. Là, ça va, j'ai pas d'écho, mais j'ai comme un écho quand je parle parfois. L'idéal, ce serait si tu t'as pas un casque ou des écouteurs pour. Non, là, j'ai pas eu de casque, mais j'ai complètement coupé le retour sur l'autre ordinateur sur lequel j'ai la vidéo. Ok, là pour le moment c'est très bon, donc bah, j'espère que ça continue comme ça. Alors parcours très intéressant. Voilà, Genesis nous dit c'est du bon ce soir. Bartcon nous dit très intéressant. Ou là tu Alors, voilà. juste une information, le Oui. Forex c'était pas du tout dans mon métier, parce que mon métier, moi, c'était les futurs et les options. Futurs européens, options européennes. Le D'accord. Forex, je l'ai fait depuis près de 2 ans et demi, 3 ans. Bah, grâce à un de mes amis qui s'appelle Philippe Permy et qui sera au salon demain. Voilà, en effet, ouais, Philippe Lerny sera présent. Bah, d'ailleurs, comme nous on couvrira. Toi, tu seras pas toi demain Forexman? Bah, demain, c'est là où je fais mes opérations de swing trading sur les options. Donc je pense que j'y passerai, parce que comme j'habite pas très très loin, je pense que j'y passerai faire un tour. Mais j'y serai surtout samedi. Ok, parfait. Donc, quoi qu'il arrive, on le verra samedi. Bah, ce sera super intéressant. Oui, Philippe Lermy, j'ai déjà assisté à quelques conférences de lui. Donc, oui, c'est quelqu'un À titre d'information, c'est moi qui ai formé Philippe Permy il y a une dizaine d'années sur les options. Et c'est lui qui, il y a 2 ans et demi, 3 ans, m'a formé sur le Forex. D'accord, bah donc oui, c'est un parcours commun. Donc, le Forex, qu'est-ce qui t'a plu précisément sur le Forex? Bah, disons que c'est un peu l'ennui sur les marchés. Comme les futurs et les options, j'en fais quand même depuis pas mal d'années. J'ai commencé le trading en 97-98. J'avais envie de découvrir un autre domaine et le Forex, j'y avais jamais été. Et puis il y a 2 ans et demi, 3 ans, en discutant avec Philippe Permy, lui, c'est sa spécialité, parce que c'est Monsieur Forex chez EDF. C'est le responsable de la table Forex pour toute EDF. Et D'accord. lui, il m'a dit, bah, écoute, je vais te montrer ce qu'est le Forex et je suis sûr que tu pourras quand même faire quelque chose avec. Et puis j'ai essayé, puis ça m'a plu, donc je complète. Je fais pas que du Forex, hein. Je fais beaucoup de DAX, de mini-SP et de Moon, principalement. D'accord. Et sur les breakouts, c'est comme c'est le sujet de ce soir, sur les breakouts, je fais un breakout sur l'euro-dollar le matin et le breakout sur le FCE. Le FCE, c'est le futur de CAC 40. D'accord. Là, depuis donc que tu es trader à compte propre, c'est ton activité principale? Ah, je ne fais que ça et je suis depuis 1 an et demi, j'ai une banque pour laquelle je travaille comme consultant pour une équipe de propriété trader. D'accord, bah, c'est Je super travaille comme intéressant. consultant. Donc pour ceux qui doutent du fait qu'on puisse vivre du trading, ou en tout cas dégager des revenus à long terme sur le trading, toi comme réponse tu leur dis, bah, moi personnellement je vis du trading à l'heure actuelle, de mon trading. Oui, mais Alors attends, alors attends, par contre là le son est devenu beaucoup plus bas d'un coup, je sais pas à quoi c'est lié. Est-ce que tu m'entends? Oui, j'entends. Alors moi je t'entends très bas, très très faible. Je me rapproche du micro. Ouais. Non mais c'est bizarre, ça a fait comme d'un seul coup, on a entendu beaucoup moins fort. Alors je peux... Les autres ordinateurs, j'ai des alertes sonores et ça doit perturber. Mais je peux pas trop les couper, les alertes sonores. D'accord, bah là c'est ok, c'est revenu là. C'est ce que je viens de voir sur mes écrans, j'ai plusieurs alertes sonores qui sont déclenchées sur l'euro-dollar. Ok, c'est sans doute pour ça. Donc tu me disais, voilà, donc comme réponse, si tu peux répéter.
Oui, alors je disais que pour les capitaux, c'est pas 1000 ou 2000 ou 3000 euros qui sont mes capitaux, hein. Quand j'ai commencé le trading, j'ai commencé à l'époque, j'ai pas voulu utiliser j'ai essayé avec 30 000 euros. D'accord, oui. Parce qu'il y a quand même une différence, il y a beaucoup de traders salle de marché qui se cassent la figure quand ils passent au privé pour une raison toute simple. C'est que quand tu es trader sur une salle de marché, tu as une secrétaire, tu as un middle office, tu as un back office, tu as un informaticien, tu es complètement entouré de personnes qui fait que tu ne t'occupes que de faire le trading. Quand tu es trader pour compte propre, tu fais tout. Et ça, tu penses que ça joue contre les traders? Tu penses qu'il faut se concentrer sur le marché? Les traders qui sont cassés la figure, le seul célèbre qui a réussi, c'est Cabbage, si vous le connaissez. Tammy Cabbage, oui, qu'on connaît bien. Alors par contre, il y a des problèmes de son, je sais pas pourquoi, il y a des modulations, des fois ça c'est fort, des fois ça devient moins fort. Est-ce que tu penses que c'est lié aux alertes? Non, j'ai aucune alerte. J'ai aucune alerte. Ok, alors je sais pas du tout pourquoi. Ouais, il y a je sais pas à quoi c'est lié. Est-ce que c'est lié au micro ou au retour? Enfin bref. Alors donc on va essayer de continuer. Là, c'était ok à la fin. Oui, Tammy Cabbage, il s'en est mieux sorti que les autres. Est-ce que tu peux? Parce que Tammy Cabbage, moi je l'ai connu quand il était gérant de hedge fund à Londres. Oui. Et puis il y a 1 an et demi, 2 ans, il en avait aussi ras-le-bol avec la crise, qui fait qu'il est devenu maintenant trader particulier et il fait en plus des formations. Puis il a écrit pas mal de bouquins. Oui. Des bouquins que je conseille en plus. J'ai lu ces bouquins, ouais, en effet, oui. Et donc lui, malgré tout, il continue à trader ou il fait que de la formation et des bouquins en fait? Il trade pour lui maintenant. Il trade pour lui et il fait des formations. D'accord, ok. Alors après, ce qu'on a un peu de mal à comprendre, oui, vas-y. Le meilleur trader de France ne vient pas d'une salle de marché. On verra demain parce qu'il fait partie de la compétition, c'est Jean-Louis Cussac. Et pour toi, c'est le meilleur trader de France? C'est lui qui fait les plus gros gains que je connaisse dans tous ceux qui sont connus en France. En tant que trader particulier? En tant que trader, il est en société, hein, en tant que trader de compte propre. D'accord, ok. Donc moi personnellement j'ai lu justement quelques livres de Tammy Cabbage. En effet, c'est vraiment intéressant et on sent que c'est quelqu'un qui a de l'expérience des marchés, etc. Tu veux nous parler des breakouts? Alors on a vu quelques débats justement par rapport aux breakouts. On avait eu des avis différents. Donc toi tu serais plutôt pro breakout et tu penses que on peut dégager des bénéfices et mettre les probabilités dans l'autre sens quand on trade les breakouts? Tous les jours, moi je passe de l'argent. Alors attends 2 secondes, ça encore au niveau du son là c'est devenu tout bas, alors je sais pas pourquoi. Moi j'ai compris ce que tu m'as dit, tu as dit tous les jours tu gagnes de l'argent en tradant les breakouts sur l'euro-dollar, c'est ça? L'euro-dollar et sur le FCE en valeur moyenne sur le mois. D'accord, ok. Parce qu'il y a des jours où le breakout je ne le mettrai pas en place, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi sur l'euro-dollar, et il y a des jours où ma stratégie peut être perdante. Mais sur le mois, ces 2 stratégies de breakout que j'utilise, je suis gagnant. D'accord. Et c'est des breakouts horaires ou des breakouts que tu décides? J'ai du mal à comprendre par contre. Ouais, il y a des problèmes au niveau du son, je sais pas exactement de quoi ça vient. Est-ce que tu as MSN, parce que c'est un tête de Skype, je sais qu'il module automatiquement le son, donc est-ce que tu as MSN? Je l'ai pas MSN. Non. Bon, c'est pas bien grave. Est-ce que là tu m'entends mieux? C'est mieux, là c'est bon là. Ok. Donc oui. Alors, j'ai le retour. Là, moi, je m'entends en retour. C'est bizarre, là, au niveau du son. Attends, je vais essayer de te rappeler. Attends, bouge pas, j'essaie de te rappeler. Alors, désolé. Je vais essayer de régler ça. Oui. Allô? Oui. Ouais, on va refaire des tests. J'espère que ça va mieux marcher. Donc tu me disais, oui, donc sur le mois, donc tu es gagnant avec ce type d'approche. Oui. Par rapport aux autres stratégies que j'utilise, c'est vraiment une stratégie no stress. D'accord. Et c'est une stratégie, c'est par rapport à des breakouts horaires ou des breakouts que tu poses par rapport à des seuils techniques qui paraissent intéressants? Non, le FCE, c'est un breakout horaire et l'euro-dollar, c'est un équivalent de breakout horaire. D'accord. Du fait que ce soit un breakout horaire, est-ce que ce serait pas une stratégie qui serait automatisable? Je sais que il n'y a pas trop de... Mais WHFAVEST, c'est automatisé, un équivalent. Et la stratégie euro-dollar, quelqu'un a réussi à l'automatiser en créant un EA. D'accord. Et donc toi, ça ne t'intéresse pas d'utiliser cette approche automatique? Bien que j'ai fait une formation de trader systématique, j'ai toujours été un trader discrétionnaire. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des raisons particulières à ça?
Je n'ai aucune confiance dans les ordinateurs et j'ai aucun plaisir à avoir une machine qui travaille à ma place. D'accord, donc ça te plaît plus de placer tes ordres en breakout horaire Tout à fait, ça m'amuse beaucoup plus de le faire. Et c'est pour ça que par exemple l'euro-dollar, enfin ce qui a été créé sur les devises, c'est un traitement sur 8 ou 9 devises, le A. Oui. C'est bien qu'il a un pourcentage très très intéressant de 80% de réussite, alors que moi je n'utilise cette stratégie de breakout uniquement sur l'euro-dollar. D'accord. Et pourquoi uniquement sur l'euro-dollar? Est-ce que c'est une question de commission ou c'est parce que tu connais mieux Non, ces mais paires? pour la simple raison, c'est que comme moi je ne fais le forex, je n'en fais qu'une petite partie qui m'intéresse par rapport au taux avec les Bund et puis les indices actions avec le DAX et le mini SP500, je me suis concentré sur la devise phare, la paire de devises phare. D'accord, ok, très bien. Est-ce que tu penses que c'est important de se concentrer uniquement sur une poignée de produits que l'on connaît bien plutôt que de trop se diversifier? Alors chacun a son avis, mais moi je suis pour, quand j'étais chez Calion, quand on était propriété trader, on avait ce qu'on appelle un super analyse avec nous qui s'appelait Philippe Cain, que vous connaissez peut-être, c'est le numéro 2 en France pour le trading derrière Jean-Luc Cussac maintenant qui est à la retraite. Moi j'ai déjà entendu parler, oui en effet, oui. On avait étudié avec lui pas mal de côté psychologique et tout, et on s'était aperçu qu'un bon trader, quand il a des montants conséquents, il faut faire ce qu'on appelle le coût du 2,6%. 2,6%, on le retrouve dans le bouquin de Elder. C'est-à-dire qu'au maximum du capital engagé, alors je parle pour un trader discrétionnaire, hein, systématique c'est différent, un trader discrétionnaire, on ne doit pas avoir plus de 6% de son capital d'engagé au maximum sur les marchés, et sur une catégorie de produits, pas plus de 2%. Je prends un exemple. Les catégories de marché, ce sont les taux. Moi, par exemple, c'est le Bund. Oui. C'est le Forex. Moi, par exemple, c'est l'euro-dollar. Oui. Les matières premières, ça peut être l'or, le pétrole. Et le quatrième catégorie, ce sont les actions. Moi, c'est le DAX et le mini SP500. Mais dans ces 4 catégories, on ne doit pas en utiliser plus de 3 en simultané. D'accord, ok. Après, quand je dis 2% maximum, on peut, dans le 2%, couper en deux la poire. Par exemple, le matin, je fais quasiment que du DAX. L'après-midi, je peux considérer que je prends 1% de perte de capital pour le DAX et 1% de money management pour le SP500. D'accord. Et en fait, cette approche, donc tu dis que c'est différent entre le trading discrétionnaire et le trading systématique. Donc, je suppose que cela vient de l'aspect psychologique qui diffère entre ces deux approches. Pourquoi c'est important? Non, mais systématique, si tu regardes, par exemple, moi, quand j'avais visité les ordinateurs de Goldman Sachs à Londres, les ordinateurs, ils font 1000 transactions à la minute. Ils n'ont pas du tout la même approche. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent prendre 1000 positions en même temps et faire un money management de 0,1 ou 0,2% par position. D'accord, oui. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout la même approche entre le discrétionnaire et le systématique. D'accord, ok. Et donc là, pourquoi ce ratio et ces ratios précis sur quelle étude? C'est tout qui avait été étudié par aussi bien aux États-Unis et en France, et on s'est aperçu que c'est des ratios qui avaient une très bonne réussite. Ok. Donc là, ton approche actuellement, c'est du breakout. C'est du breakout sur du court terme ou du moyen terme? Mais quand je fais le breakout, c'est juste le matin. Moi à côté, je fais mon scalping et mon day trading. D'accord. Donc en plus, c'est un type de trading. Aujourd'hui, j'ai fait une vingtaine d'opérations en tout sur l'euro-dollar, le Bund et le DAX. Et j'en ai fait aucune sur le mini SP aujourd'hui. Est-ce que tu te considères comme un scalper ou un trader intraday? Scalper. Un scalper vraiment pur et dur. Et en général, tes positions vont durer combien de temps? Elles peuvent durer de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes jusqu'à 1 heure ou 2 heures. Ouais, d'accord, quand même. Ouais. Ce matin, indépendamment du breakout, je suis rentré vers 10h35, 10h40 et j'ai sorti ma position à 13h. D'accord. Alors attends, on a eu donc et ensuite donc on a compris l'aspect de système de breakout. On va le voir plus en détail puisque c'est le sujet de ce soir. Avant de s'y intéresser plus particulièrement, le reste de la journée, quand tu trades, quand tu parles de tes opérations de day trading, tu t'appuies sur quoi pour prendre tes positions? Est-ce que c'est des critères uniquement techniques ou tu allies la technique au fondamental? Uniquement technique, hein. En day trading, le fondamental n'a qu'un seul intérêt, c'est à savoir à quelle heure sont les stats ou les discours, c'est tout. Et je me moque complètement du résultat, de savoir si le chômage a baissé ou augmenté, je me moque. Ce que je veux savoir, c'est à quelle heure tombe l'information et comment le marché réagit. D'accord. Donc, tes critères techniques pour rentrer, ça s'apparente à quoi en général? En général, moi je travaille en triptyque, parce que j'étais déformé par Philippe Cain, et j'ai mis en place mon propre système.
dont tu ne veux pas particulièrement parler peut-être? Triptych, pour ceux qui ne savent pas, c'est de travailler avec 3 écrans. Et l'avantage, un écran principal qui est sur l'euro-dollar qui est 1 minute, un écran plus haut qui est le 5 minutes pour voir la tendance de fond, et un écran plus court qui est 10 secondes pour voir comment je rentre sur le marché, comment je gère mes informations. Mais par exemple, quand je suis sur le mini SP500 ou le DAX, mon triptyque, c'est 3 minutes pour l'écran principal ou 5 minutes, c'est 11 minutes ou 15 minutes pour la tendance, et c'est 1 minute pour les interventions. D'accord, ok. Je ne sais pas si j'étais très clair. Si, on a bien compris. Donc ça fait partie de ton approche. Et donc là, c'est par rapport à la sélection de tes ordres, à l'étude du marché. Et concrètement, quels sont les critères qui vont te faire prendre position? C'est sur des forts mouvements? Non. Dès que mes signaux me donnent des mouvements intéressants, je regarde l'intérêt du mouvement. Si c'est un mouvement que je considère comme moyen, j'utilise un money management de 0,25%. Si c'est un mouvement que je considère un peu plus intéressant, 0,5%. Si c'est un bon mouvement, 1%. Et si je pense que le mouvement est très bon, je mettrai jusqu'à 2% de money management. Et justement, qu'est-ce qui te permet d'évaluer les mouvements? C'est la force du mouvement ou c'est la configuration globale? C'est la configuration technique que j'aurai. D'accord, ouais. Donc c'est une évaluation personnelle. Tout à fait. D'accord, ok, on a bien compris tout ça. Donc ce soir, on va s'intéresser plus particulièrement au trading et ton approche de breakout horaire. Là, par exemple, on va regarder peut-être les positions que tu as prises ce matin. Donc ce matin, tu as pris... Je commence par le FCE. Le FCE sera plus simple à faire et après on fera l'euro-dollar. Alors, 2 petites secondes, comme j'ai mon écran qui diffuse, je vais essayer de le trouver parmi mes CFD. Le FCE, tu me le mets en 5 minutes. Alors, attends. Le FCE... Non, là, je vais pas l'avoir. Attends, deux petites secondes, le temps que je trouve. Alors, pourquoi est-ce que je le fais sur le FCE? C'est simplement, les futurs, j'ai qu'un seul compte de trading pour les futurs, qui fait que comme je fais du DAX ou du mini SP, et que le FCE ne m'intéresse pas, je mets le breakout sur le FCE. D'accord, ok. Comme ça, je ne suis pas gêné dans la journée. Alors que l'euro-dollar, j'ai pas le même problème. J'ai 3 brokers pour les devises, qui fait que j'utilise un broker pour faire les breakouts, et je peux sur un autre broker travailler sur le scalping ou le trading. Ok. Alors, là, ce qui me gêne, c'est que je trouve pas le FCE sur ma plateforme Active Trades. Voilà, mais le CAC 40 à ce moment-là lundi, ce sera la même philosophie. Ok. Le CAC. Ok, c'est bon, j'ai le CAC. Donc tu m'as dit je me mets en 5 minutes ce matin. À quelle heure exactement? Et tu me montres entre 8h du matin et 11h pour avoir bien 9h-10h. Alors, 8h. En sachant que cette stratégie de breakout peuvent être mis pour ceux qui sont sur CFD. C'est ce qu'avait démontré Eric Lefort il y a 2 ans. Elle peut être mise sur les indices. D'accord, ok. Donc ici, voilà, je suis sur le CAC 40. Allô, est-ce que tu m'entends? Je vois le Germain 30, donc je pense que c'est le DAX. Alors là, t'es un peu... Non, te fie pas à ce que tu... en fait, il faudrait que tu prennes toi-même le CAC sur ton écran si possible, parce qu'en fait, on a un décalage de quelques secondes, quelques minutes, enfin jusqu'à 1 minute par rapport à l'écran de diffusion. Donc ce que tu m'entends dire, c'est pas ce qui est diffusé exactement au même moment. Non, mais à l'écran, ce que tu as mis à l'écran, je vois sur le M1, je vois Germe 30 septembre 10. Justement, il y a un décalage entre ce qui est affiché sur l'écran de livestream et ce que moi j'ai actuellement à l'écran. Ça va apparaître dans quelques secondes sur l'écran, mais je suis bien devant le CAC 40 en 5 minutes là, donc je suis dessus. Alors la stratégie elle est toute simple. Oui. On met support résistance sur les bougies 5 minutes de 9h à 10h. Alors, je vais prendre ça tout de suite. Donc de 9h, donc l'ouverture, jusqu'à 10h. Pourquoi ces horaires précises Ça sert à rien de mettre 8h, 9h. Alors pourquoi ça? C'est simplement que les breakouts, on joue sur le fait que le marché ouvre et qu'il va y avoir du bruit de marché pendant 40 à 50 minutes. Eric Lefort, quand il avait fait son étude sur le breakout, lui il met 9h, 9h45 sur le FCE. Et ces bruits de marché ne sont pas à prendre en compte à ton avis? En tout cas, ils sont erratiques et ils donnent pas forcément la tendance de la journée. Il y a à la fois l'afflux des ordres de nuit, il y a les OPCVM le matin qui vont commencer à travailler, et il y a tous les intervenants autres comme Goldman Sachs et compagnie aussi qui peuvent mettre leur nez, qui fait que la première demi-heure ou les premiers 3 quarts d'heure ne sont pas significatifs sur le mouvement qu'il peut y avoir en général. D'accord. Donc en gros ce matin, si je dis pas de bêtises, tu me le dis, le support était à 3751,5 points et la résistance était à 3765,5 points.
Enfin, 3751 pour le futur et 3767,5 effectivement pour le haut. D'accord, voilà, très bien, donc j'ai repéré. Une fois arrivé à 10 heures, il n'y a que là où j'interviens, après j'interviens plus du tout. Je mets à ce moment-là un ordre d'achat sur le support plus 1 point et je mets un ordre de vente sur le 3751 moins 1 point. D'accord. Et je mets tout de suite un stop gain de 15 points. Parce que je ne veux pas m'embêter. Je ne veux pas avoir à gérer la position dans la journée. Et au niveau de tes stop loss? Et le stop loss, je regarde en général, je mets entre 10 et 15 points. Ok, donc 10 et 15 points pour le stop loss. Donc là, par exemple, ce matin, j'avais mis 15 points. Je n'ai pas voulu m'embêter, j'avais mis 15 points. Mais donc tu as eu ce matin 2 ordres qui ont été déclenchés, à la fois l'ordre d'achat à plus 1 pip par rapport au support, plus l'ordre de vente derrière. Donc je suppose que tu as touché ton stop loss sur le... Non, l'ordre d'achat n'a jamais été déclenché, l'ordre d'achat. Alors, parce qu'après 10 heures, on n'est jamais repassé au-dessus. Donc tu le places après 10 heures, c'est-à-dire à quelle heure? À 10h10, 10h... Enfin non, entre 10h et 10h05 ou 10h10, je passe mes ordres. D'accord, ouais, ok. Et c'est des ordres que tu places en attente ou que tu passes en manuel? Que je passe en manuel. Oui, je pense au marché. Je passe la totalité, c'est-à-dire que je mets carrément mon stop gain. Je dis combien je veux avoir. Oui. Alors qu'on verra que pour l'euro-dollar, c'est encore une autre stratégie. Donc j'ai mis 15 points et j'ai eu mes 15 points. D'accord, donc sur le franchissement et l'accélération baissière du matin. Tout à fait. Ok, très bien. Alors, quelques petites questions sur le chat. Alors, on a Bird qui nous demande de 9 à 10 heures à l'heure de Paris. Alors, oui, en effet, c'est bien de l'heure de Paris que tu parles. Heure française. Voilà, heure française, ok. Beaucoup de positions, nous dit Bird. Ouais, en effet, 20 positions, ouais, c'est du trading court terme, hein, ça c'est clair. Et en sachant qu'à ce moment-là, quand l'un des ordres a été exécuté, en général, j'enlève l'autre ordre. D'accord. Ouais, donc en fait, je me suis mal exprimé tout à l'heure. C'est des ordres en attente ou des ordres au marché que tu passes? Des ordres en attente. Ouais, des ordres en attente uniquement. Mais par exemple, là ce matin, donc on va dire que tu as attendu la fin, donc à 10h, on a clôturé, ouais, même plus bas que ça en fait. On va dire qu'on est descendu jusqu'à. Alors, la dernière bougie, toi tu l'avais à combien à 10h précise? Attends. L'ouverture de la bougie à 10h précise. C'était à 3753, c'est ça? Quand j'ai passé mes ordres, j'étais sur la bougie de 10h04 qui était remontée. Oui, voilà, je la vois, ok, parfait. Donc, effectivement, quelques minutes après, il y a eu l'exécution de ma vente. D'accord, donc tu as été exécuté entre 10h05 et 10h10. Tout à fait. Ok, et donc tu me dis que tu places également un ordre d'achat juste au-dessus du support, c'est ça? Là, quand j'avais passé mon ordre de vente, j'avais passé un ordre d'achat à 3768,5. 3768,5. Sur la bougie la plus haute, entre 9h et 10h. D'accord, donc tu encadres le... Ok, donc j'avais mal compris. Alors concrètement, tu places un ordre de vente en dessous du support et un ordre d'achat au-dessus de la résistance. Exact. Et tu places pas du tout d'ordre dans le range. Tu places pas de buy limit ni de sell limit. Aucun ordre dans le range. Ok, donc c'est ça que j'avais mal compris. Je croyais que tu plaçais également des sell limit et buy limit, mais c'est pas le cas. Non, pas du tout, pas du tout. Ok, donc là on a bien compris. Donc tu encadres simplement d'ordre en attente le range. Alors, il y a un peu de bruit là, c'est les alertes, je crois que j'entends derrière. Allô? Ouais, je crois qu'il y a les alertes, c'est ça chez toi? Oui, c'est mes alertes qui sont déclenchées. Je vais couper le son des ordinateurs d'alerte comme je vais pas passer l'ordre. Attends, je vais couper parce que sinon ça va pas arrêter. Je vais couper le son de l'ordinateur. Voilà, j'ai coupé le son de mes deux ordinateurs. Ok, merci beaucoup. Donc, alors... Là, normalement, vous devriez mieux m'entendre. Alors, on t'entend mieux, mais il y a un petit grésillement depuis qu'il y a eu les alertes. Alors, attends, 2 secondes. Là, c'est bon, là, j'entends plus. Ok, c'est ok. Tu m'entends? C'est bon. Ok, parfait. Donc ce matin, ça a bien payé. Tu as atteint tes 15 pips. Voilà, on a tout de suite accéléré. J'ai atteint mes 15 points, j'avais mis mes 4 contrats, et du coup, c'est tout. Et j'ai annulé, quand j'entends qu'un ordre passe, j'annule tout de suite l'autre ordre. D'accord, tu annules tout de suite l'ordre inverse. Est-ce que tu as des statistiques précises par rapport au taux de réussite de ce type d'approche? Non, j'ai en moyenne, quand je fais sur le mois, j'arrive à une moyenne à peu près d'une dizaine de points par jour. En moyenne, 10 pips par jour avec cette approche. 10 pips par jour. Voilà, c'est intéressant. On n'est pas sur le forex, on est sur le futur, pas sur les indices. Exactement, on est sur les indices. Moi, j'ai plus l'habitude sur le forex, c'est pour ça que c'est le réflexe. Mais voilà, on est bien sur les indices. Donc, on parle en points. Donc, en moyenne, 10 points sur le... Donc, toi, c'est le FCE que tu trades?
Oui, le FCE, le futur. Ok, ok. Donc voilà, donc une approche intéressante que tu nous as décrite précisément. Alors justement, donc tu nous as dit que l'étude de ces horaires venait par expérience du bruit de marché que l'on observe de 9 heures à 10 heures, qui amène un premier rang dont il ne faut pas forcément tenir compte. Et ensuite, on a la tendance qui se dessine vraiment. Donc ensuite, tout au long de la journée... L'après-midi, moi je ne le fais pas, il y en a qui le font, mais les résultats, quand j'avais fait à l'époque, ils sont moindres. On peut recommencer la même manip avec l'U20 de New York de 15h30 à 16h30. D'accord, ok. Et pourquoi tu le fais pas? Parce qu'à l'époque, comme je suis sur le marché sur différentes possibilités d'intervention, qui fait que le matin ça paye bien, l'après-midi je me suis aperçu que ça payait moins. Il pouvait y avoir plus de bruit, ou comme il y avait beaucoup de stats qui tombaient en ces horaires-là, ça pouvait fausser le break. Ok. Toi qui es depuis longtemps sur les marchés, est-ce que tu as remarqué que les signaux sont peut-être moins bons qu'auparavant, peut-être moins faciles à cerner? Est-ce qu'il y a plus de bruit de marché qu'auparavant actuellement? Oui, il y a plus de bruit parce que les ordinateurs de Goldman Sachs et ses petits copains, c'est eux qui foutent la merde. Ah ouais? Tu penses que c'est vraiment eux qui faussent le marché? Juste citer un exemple, j'ai eu qu'une seule journée de perdante cette année. Oui. C'était le 14 juillet. Le 14 juillet, je n'avais pas prévu de trader parce que je voulais aller courir le matin avant de sortir. Oui. Et le matin, il s'est mis à pleuvoir. Alors du coup, je me suis dit, bon, bah là, je vais trader. Oui. Je me suis mis à trader le matin, j'ai eu 3 paumes, j'ai perdu 3000 € en 3 positions. Et j'ai arrêté de trader. Et quelques jours après, je vais la banque là pour laquelle j'interviens comme consultant. Et puis je dis, je me suis fait avoir ce jour-là. Et il y a un des propriétés traders qui m'a regardé en me disant, mais oui, mais simplement, tu as Goldman Sachs à Londres qui profitait de ce jour qu'il n'y avait personne pour faire ses essais d'ordinateur qui fait que ton analyse technique ne te servait à rien ce jour-là. D'accord, ouais, donc donc c'est quand même que, et Goldman Sachs précisément, c'est vraiment la plus grosse entité, c'est incomparable par rapport aux autres banques d'affaires. 50% de ce qui est programmé, c'est Goldman Sachs. D'accord, oui, donc c'est vraiment un monstre par rapport aux autres. Les 50 autres pourcents, c'est essentiellement Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America, Citicorp, une banque anglaise, alors je ne sais jamais si c'est la Barclays ou une autre, la Deutsche Bank et Crédit Suisse. Ok. En France, les deux banques qui s'en rapprochent le plus sont bien loin. Les deux banques qui font ça, c'est BNP et Société Générale. Mais à côté de tous les autres que j'ai cités, ce sont des petits. D'accord, ok. Et Crédit Agricole a pratiquement fermé son entité. Dexia, le gouvernement lui a fait fermer son entité. Et Natixis, ils n'ont plus qu'une toute petite équipe qui est réduite. D'accord. Et en France, pourquoi ça se développe si peu, en fait, le trading Alors, allô, est-ce que tu m'entends? Oui. Oui. C'est que Société Générale et BNP Paribas ne mettent pas autant à disposition de capitaux que les autres banques que j'ai citées. Et pourquoi ce choix? Est-ce que c'est d'autres mesures peut-être en France? Est-ce que c'est une autre approche que le modèle anglo-saxon? BNP Paribas, Société Générale se diversifient sur leurs actions. Alors que par exemple, à titre d'exemple, Goldman Sachs, 60% de ses revenus depuis un an sont faits par le flash trading ou le trading programmable. D'accord, ouais, donc c'est vraiment un changement d'approche dans le cadre du trading pour hedge fund ou pour les grosses sociétés. Elle change complètement de tactique. Voilà. Si Crédit Suisse ne s'est pas pris un bouillon il y a 2 ans par rapport à sa copine UBS, c'est grâce à ses propriétés traders. Ok. Et est-ce que tu penses que c'est dangereux pour le marché ou pas finalement? C'est simplement qu'ils profitent? C'est dangereux parce que ces 9 banques que j'ai citées, elles font du flash trading. Et le flash trading me permet d'avoir le carnet d'ordre avant tout le monde avec leurs ordinateurs qui sont à la City, à côté des ordinateurs de la City, à New York et à Chicago, à côté des ordinateurs des sociétés de bourse. Donc ça veut dire qu'avant tout le monde, elles voient ce qui se passe avec leurs ordinateurs, avant que le carnet d'ordre arrive. Et donc ça fausse complètement la donne. C'est pour ça qu'elles font des milliers d'opérations et que nous, on n'a même pas arrivé que... J'ai cité un exemple cette année, parce qu'ils ont porté plainte. La Caisse des dépôts avait fait des opérations majeures de plusieurs centaines de millions de dollars aux États-Unis. Et elle n'a pas compris, elle a perdu 15 millions de dollars en même pas 3 minutes. Parce que les ordinateurs des propriétés traders avaient vu ce que faisait la Caisse des dépôts. Ils sont intervenus avant et ils ont faussé les opérations de la Caisse des dépôts. Et donc après, elle a porté plainte justement la Caisse des dépôts? Elle a porté plainte auprès de la SEC, mais ça a été noyé. D'accord. Goldman Sachs et ses copains sont puissants. Ils sont puissants, donc ils ont des appuis également politiques, etc., je suppose. À citer un exemple, Goldman Sachs, Obama a voulu détruire Goldman Sachs. Pourquoi il ne l'a pas détruit? Son ministre de l'économie est un ancien patron de Goldman Sachs. Le patron de la Fed est un ancien patron de Goldman Sachs.
et la moitié des conseillers économiques de Obama sont des anciens de Goldman Sachs. Et pourquoi en fait, par exemple, pourquoi un homme politique contrôle complètement les Américains. Il faut savoir qu'un quart des sénateurs américains ont été élus avec des fonds de Goldman Sachs. Donc voilà, c'est quand même des informations assez incroyables. Et donc c'est une pieuvre. Et c'est eux. On a toujours dit que c'est Bank of America qui avait détruit Lehman Brothers. C'est faux. C'est Goldman Sachs qui a détruit Lehman Brothers. Et comment tu vois finir cette histoire avec un œil un peu averti comme le tien? Moi, j'ai toujours dit que comment ça se finira, ce sera un jour les Chinois ou des autres pays qui se fâcheront par rapport aux Américains. D'accord. Il faut savoir qu'au mois de mai, les Chinois ont mis à la porte Goldman Sachs. C'est-à-dire? Eh ben, quand ils ont vu ce qui avait été fait en Grèce, ce qui avait été fait en Espagne, même ce qui avait été fait en France par Goldman Sachs, les Chinois ont demandé à Goldman Sachs de ne plus travailler pour le gouvernement. Donc, ils ont demandé à ce que Goldman Sachs quitte la Chine. D'accord, parce que Goldman Sachs travaille avec beaucoup de gouvernements. Goldman Sachs travaille avec beaucoup de gouvernements. La Grèce, ce qui s'est passé en Grèce, c'est Goldman Sachs qui est derrière. Et donc concrètement, pourquoi travailler avec une institution qui au final ne pense, enfin, qu'à son propre intérêt, quitte à... Ça a été mis au bout du jour seulement cette année que Goldman Sachs jouait sur deux tableaux. L'exemple de la Grèce. Oui. La Grèce, ils sont venus conseiller la Grèce sur comment camoufler leur déficit pour rentrer en Europe. Oui. Et parallèlement derrière, avec leur hedge fund, ils ont fait l'inverse d'opération sur la Grèce, en sachant qu'ils seraient gagnants au final. D'accord, ouais, donc là ça commence quand même à être voilà, ça commence à venir au grand jour, donc est-ce que tu penses que ça peut être dangereux pour eux? Est-ce qu'il y a un moment où ça va falloir que cette affaire, ou alors que l'entreprise Goldman Sachs change de visage un peu, parce que de plus en plus, on entend de plus en plus d'affaires, également de sociétés qui portent plainte contre Goldman Sachs. On a vu le titre Goldman Sachs qui a été un peu chahuté pendant quelques mois suite à l'affaire Y justement. Est-ce que tu penses que ça peut jouer contre eux, cette attitude à long terme? Goldman Sachs, ils sont devenus tellement puissants avec leur argent et avec leurs hommes qu'ils seront pratiquement indélogeables par le gouvernement américain lui-même. D'accord, donc pour toi, ouais, la menace peut venir d'autres pays, mais pas de l'intérieur des États-Unis. Exact. Parce qu'Obama, il n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit. Ils ont passé une réforme sur les bancaires. Quand je discutais avec différents traders, c'était mort de rire ce qu'a été obligé de faire Obama. Obama, il s'est couché vis-à-vis de Goldman Sachs et ses copains. D'accord, ok. Bah, en tout cas, c'est des anecdotes vraiment intéressantes. Pardon. D'ailleurs, il y a beaucoup de réactions sur le chat à ce sujet. On pourra faire le point après. Donc, on va enchaîner. Donc, tu nous as dit qu'il y avait du trading de breakout. Alors, breakout devise. Breakout devise, c'est un peu ouais. différent. C'est la même philosophie, mais l'approche est un peu différente pour poser le support et la résistance. Alors, on va prendre l'exemple de l'euro-dollar. C'est ce que tu traites en 5 minutes également. C'est valable sur pratiquement toutes les devises, mais c'est pas valable systématiquement avec les mêmes paramètres. D'accord. Alors l'euro-dollar, il faut 5 regarder. minutes. Tu me mets en 5 minutes l'euro-dollar entre 1h du matin et 5h du matin. Alors, ok. Pourquoi ces horaires? Ben, on va voir pourquoi. Alors attends 2 petites secondes. Le 16, donc 1h. Voilà, j'y suis à gauche. Voilà. Donc. Tu regardes la clôture de la bougie de 3h du matin. Alors 2 petites secondes. 3 heures, ok. Donc, alors, entre 2h et 3h, on a fait un petit range, ouais, donc le plus haut, il était à... non, c'est uniquement la clôture qui nous intéresse, uniquement le cours de clôture. Là, on s'en moque des extrêmes. On a besoin que d'un seul cours. Alors, le cours de clôture, on a terminé sur une bougie baissière qui a terminé à 1.3004, 1.3005 en gros. Moi, j'ai un 29,95. Bah, on a 5 pips de différence, apparemment. Moi, à 3h pile, la bougie ferme à 1.3005 chez moi. Bon, on va partir avec ma bougie et puis on verra après que la différence elle n'est pas énorme. Alors pourquoi au niveau de cette heure-là? C'est simplement parce que les bourses asiatiques elles ont ouvertes. Donc oui. C'est un peu la même philosophie que le FCE. On arrive après le bruit lié à l'ouverture des bourses asiatiques. D'accord. Au lieu de prendre cette fois-ci un range, on s'est aperçu, c'est une personne qui avait trouvé ça une fois, qu'il valait mieux prendre un point et faire un range qui ne bougeait pas tous les jours. C'est-à-dire que le 1,2995, vous prenez tous un petit papier et vous rajoutez 25 pips et vous retranchez 25 pips et vous mettez ça en support et en résistance. Pourquoi précisément ce niveau? Parce que c'est les études qui ont été faites qui ont démontré que c'était un bon compromis, le 25 pips pour l'euro-dollar. Donc on prend la clôture de la bougie. Donc le 1,2995, tu me mets un trait à 1,3020. Alors 1.3020, oui, donc c'est quasiment le plus haut de... Oui, ok. Voilà. Donc voilà, c'est placé, et tu me mets un support à 1,2970.
1,2970. Pop, pop, pop. 1,29. Alors attends, 2 secondes, il faut que je recule sur mon graphe. Ok, voilà, bon c'est bon. Ok, 1,2970. Alors là, on a fabriqué l'équivalent de ce qu'on a sur les... Allô, attends, là je t'entends mal, ça a coupé d'un coup. En tout cas, je t'entends beaucoup moins fort. Je pense que ça va revenir, ça le fait de temps en temps depuis tout à l'heure. Est-ce que tu m'entends là? Allô? Oui. Ok, alors, je t'entends mal, je sais pas de quoi c'est venu. Essaye de parler vite, rapidement. Très bien. Ok, là c'est ok, voilà, c'est bon. Donc j'ai placé ma résistance à 1.3020 et mon support à 1.2970. Voilà. Alors, moi, normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est passer les heures à 3h ou 4h du matin, mais moi je dors. D'accord. Ce que je fais, c'est que avant l'ouverture des marchés futurs, donc avant 8h du matin, en général, ça fait entre 8h moins le quart et 8h, je regarde si ces niveaux ont été franchis à la hausse ou à la baisse. Si jamais ils ont été franchis, je ne fais pas le setup. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le marché a déjà anticipé un mouvement. D'accord. Et que pour faire quelques pips après, c'est pas intéressant. Il y a trop de risques de se ramasser. Par des pullbacks, par exemple. D'accord. Si on n'a pas atteint ces deux extrêmes, je place 6 ordres sur le marché. Pourquoi 6? Parce que, mais justement, Sniper Forex, Birdcom, c'est le copain avec qui j'ai travaillé sur le sujet il y a 2 ans et demi. D'accord, ok, donc ça reprend, voilà, on comprend mieux alors pourquoi, ok, très bien. Voilà, donc les 6 ordres sont 3 ordres d'achat, 3 ordres de vente, et un peu comme le FCE, je mets tout de suite le gain que je vise. Et c'est un gain différent pour chacun des ordres ou c'est le gain commun aux 6 ordres et après c'est les 6 ordres que tu gères différents au niveau de la sortie? C'est-à-dire que je prends 3 contrats, peu importe si c'est mini, tout ce que l'on veut, 3 contrats pour 3 ordres. D'accord, oui. Ce matin, par exemple, l'ordre d'achat, c'est 1,3020. Oui. Avec le premier Take Profit à 1,3055. Oui. Le deuxième contrat, c'est 1,3096. Donc l'objectif du second contrat, mais les deux ordres sont pris au même moment? Oui, au même moment. D'accord. Et le troisième, 1,3045. Alors, le dernier, tu as 1.3045 31. Ah, 1.3145. Ouais, je te demande de m'excuser, hein, il y a des problèmes au niveau du son. Des fois, ça devient plus fort, des fois, ça devient moins fort. C'est pour ça que j'entends pas très bien, mais on va essayer de continuer. En gros, pour simplifier, par rapport au cours que l'on a trouvé à 3h du matin, une fois qu'on a rajouté notre 25 pips pour faire notre range, en haut, d'un côté ou de l'autre, on rajoute 35 pips pour le premier gain, 76 pips pour le deuxième gain, et 125 pips pour le troisième gain. Là encore, ces études, est-ce que c'est toi qui les as faites ou est-ce que c'est des informations? Avec le copain, il y a 2 ans et demi, justement, c'est lui qui s'appelle Sniper Forex. On avait fait ça il y a 2 ans et demi. Et lui, il a fait pas mal d'études à l'époque sur le sujet. Et moi, j'avais juste contrôlé par rapport à ce qu'il avait fait. D'accord, ok. Au niveau des stop loss, est-ce que c'est un stop loss commun ou différent pour chacun des stop loss, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ça veut dire que c'est le support qui servira pour la résistance et la résistance qui servira pour le support. Ok, est-ce qu'on place juste en dessous du support et juste au-dessus du Take Profit ou pile au niveau? On met carrément le support, la résistance. D'accord, très bien, merci pour la précision. C'est une approche qui peut rapporter combien de pips par mois environ? Aujourd'hui, j'ai fait 145 pips. Alors, aujourd'hui, c'était une journée volatile. Je suppose que hier aussi, tu avais... En moyenne, tu peux faire à peu près entre 60 et 80 pips par jour. En moyenne. D'accord, bah très bien. C'est vraiment une approche intéressante qui... Juste une stratégie pour dire comment ça a été conduit aujourd'hui. Parce que je n'ai pas atteint mon Take Profit 3. Comment ça se passe? Alors, je n'ai pas parlé des ventes parce que les ventes n'ont pas été déclenchées. Mais les ventes, c'est la même chose à l'envers. Oui, d'accord, on a bien compris, d'accord. Les 3 achats, j'ai le 1,3055 qui s'est déclenché. Oui. Une fois qu'il s'est déclenché, donc j'ai ma première position est clôturée. Oui, tout à fait. Il reste la deuxième et la troisième. Oui. Je remonte le stop sur le point d'entrée. D'accord, alors... D'accord, oui, donc tu remontes le... D'accord, oui. Mon Take Profit à 1,3096 et le Take Profit à 1,3145, je les remonte à 1,3020. Donc à partir du moment où tu as acheté le premier Take Profit, quoi qu'il arrive, tu as un gain sur la journée, ça c'est clair. Voilà, et les 2 autres, je ne perdrai pas parce que c'est ramené au point d'entrée. Exactement. Tu as parlé de 6 ordres. Pourquoi 6 ordres? Là, tu nous parles que de 3 ordres. Parce qu'il y a les 3 ordres en équivalence sur les ventes.
D'accord, oui, mais qui seront pas, enfin, qui n'ont pas été déclenchés et qui sont pas déclenchés. Ils n'ont pas été déclenchés, mais eux, pareil, je les enlèverai une fois que les ordres d'achat auront été déclenchés. D'accord, donc tu places 3 heures en attente, mais 6 heures en attente, mais il y en a que 3 qui sont déclenchés au final dans la journée. Enfin non, oui, là les 3 heures d'achat ont été déclenchés. Parce que des fois c'est pas le cas, les 3 heures ne sont pas toujours déclenchées. Ah ben, parfois on peut rester dans le range qui fait que mes ordres ne seront jamais déclenchés. Donc en gros, au maximum c'est 3 ordres déclenchés et au minimum tu en as pas du tout, mais tu en as jamais les 6 déclenchés dans la journée. Non, parce que ce que je parce fais, que tu les annules, moi, oui. J'enlève les ordres. Je sais que Stave Forex, lui, les enlevait pas, mais moi je les enlève. Ok. Alors, gérer. Donc le 1,3055 a été atteint. Oui. Après, 1,3096 a été atteint. Oui. Donc j'ai mon deuxième ordre qui s'est clôturé. Oui. Je remonte pour le troisième ordre qui reste en piste, je le remonte à 1,3055. Je le remonte sur mon premier take profit, qui fait que si jamais ça se passe mal, j'aurais fait l'équivalent du gain sur le troisième en utilisant le take profit du premier. D'accord, je vois, oui. Donc quoi qu'il arrive. C'est ce qui s'est passé. Alors attends deux petites secondes, on t'entend mal. Encore une fois, le petit problème de son, ça va revenir, je pense, ça le fait depuis tout à l'heure. Alors, est-ce que tu m'entends là? Moi j'entends très bien. Ok, alors attends, je remets. Voilà, donc tu disais, alors là, je résume. Donc, en gros, une fois que tu as atteint le second take profit, tu ramènes le stop loss au niveau du premier take profit, ce qui t'assure un gain même sur le troisième ordre, même si ça revient, c'est ça? Et c'est ce qui s'est passé. On est revenu pile poil taper le take profit 1 pour le troisième. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est un carton plein. Aujourd'hui, j'ai eu 2 gains en take profit 1 et un gain en take profit 2, ce qui faisait à peu près 145 pips. Ok. Merci pour cette approche, c'est vraiment très intéressant et en plus c'est très précis, donc merci pour ta description. Toi tu dis que tu regardes à partir de 8h moins le quart. L'idéal, tu as dit que c'est de regarder à partir de quelle heure? Bah normalement l'idéal ce serait de regarder à 3h du matin. Ouais, à 3h pile du matin, ouais. Ok, voilà. donc pour le... juste après comme le FCE. Mais comme moi je dors, je me suis aperçu que ça marchait très bien. Et pourquoi je regarde avant 8h? C'est parce qu'à 8h, je bascule sur les futurs, et sur les futurs sur action et sur indice. D'accord. C'est-à-dire que je vais être prêt pour faire du DAX et du Bund. Ok. Donc ça, on a compris cette approche de breakout. Tu nous as parlé donc du futur CAC, tu nous as parlé des devises avec l'euro-dollar. Tu as dit que tu tradais également d'autres produits. Par contre, par rapport au breakout, c'est les deux seuls produits que tu trades? Je traitais avant l'euro-bound, mais ça m'empêchait de faire de l'euro-bound en day trading dans la journée. Donc du coup, l'euro-bound, je l'ai enlevé au niveau du breakout. Parce que du coup, quand tu as ces positions sur breakout, tu ne trades plus du tout de la journée, hormis... non, pas du tout. Parce que sur le Forex, contrairement au futur, j'ai 3 brokers. Et je fais en général le breakout, je le fais chez Crédit Suisse. D'accord. Pendant ce temps, sur Deutsche Bank, je peux faire mes opérations de scalping et de trading. D'accord, ok. Simplement pour parler des brokers, nous, en tant que trader particulier et en règle générale sur sur Vidéobourse, il y a quand même des traders qui ont des montants importants, mais on parle jamais de montants, donc on ne sait pas exactement, mais je sais qu'il y a des traders qui tradent quand même avec des sommes assez importantes, mais la plupart de nous tradent avec quelques milliers d'euros, donc on va plutôt chez des brokers comme Active Trade, FXCM, etc. Quand on a un peu d'argent, il y a d'autres brokers qui peuvent être intéressants, parce que je vois par exemple tu me parles de Crédit Suisse ou de la Deutsche Bank, c'est pas des brokers qu'on a forcément à l'idée quand on est trader particulier et qu'on débute dans le trading. Alors Crédit Suisse, vous n'y aurez pas accès parce que c'est réservé, les particuliers n'ont pas accès. D'accord, oui. Par contre, Deutsche Bank, vous pouvez chercher son broker, c'est DBFX, et le broker est accessible. Je crois qu'il demande quand même, peut-être $10 000 ou 10 000 euros, il me semble. Et c'est un très bon broker? Ah ben, pourquoi j'ai pris ces brokers par rapport aux autres? Le Forex, c'est un marché qui n'est pas un marché comme les futurs ou les actions. Oui. Il y a à peu près une trentaine d'intervenants en direct sur le marché du Forex. Oui. Deutsche Bank est le numéro 2 mondial. Ils font 11% des transactions Forex, c'est Deutsche Bank. D'accord, oui. Suisse, ils ont 4 ou 5% du marché, c'est Crédit Suisse. Le numéro 1 mondial, pour ceux qui veulent savoir, c'est Citibank. Citibank, c'est une banque anglaise? Non, c'est une banque américaine. Américaine, Citibank, d'accord. Et après, il y a une banque anglaise, c'est Barclays. C'est Barclays, d'accord. C'est Société Générale. C'est des banques qui sont habilitées, qui ont des grosses puissances sur le Forex. Donc moi, pour pas m'embêter, je vais directement chez ces brokers, qui fait que moi, j'ai par exemple sur l'euro-dollar, j'ai entre 0,8 et 1,5 pips sur l'euro-dollar. Chez DBFX? Chez DBFX ou chez Crédit Suisse. D'accord, très bien. Merci de la précision, c'est une bonne information. Tu vois, je connaissais pas du tout DBFX. Je vais m'enseigner dès que l'émission est terminée. Le broker est accessible. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour l'information, pour la précision. Donc là, on a vu tes approches de breakout. Donc Je vais redonner l'information parce que je vois qu'il y en a qui cherchent.
Je Oui. vais redonner juste par rapport au breakout Forex, les points. Le matin, vous prenez la clôture de la bougie 3 heures, Oui. vous rajoutez 25 points et vous retranchez 25 points. Ça vous donne la position pour acheter, la position pour vendre. Et après, pour les Take Profit, le Take Profit 1, vous rajoutez 35 points ou vous retranchez 35 points. Le Take Profit 2, vous rajoutez 76 points ou vous retranchez 76 points. Et le Take Profit 3, vous ajoutez 125 points ou vous retranchez 125 points. Voilà. Donc pour la précision, Pour l'euro-dollar, il y a des devises, notamment à base de yens, ça n'est pas du tout valable. ok. Les points ne sont pas du tout les mêmes. Par contre, ces points-là, vous pouvez les appliquer. Alors, je regarde ce que j'ai fait sur mon système. Vous pouvez les appliquer sur le GBP USD, sur l'USD suisse, sur l'euro suisse, sur le GBP suisse, le GBP CAD et l'USD CAD. Ok, très bien. Donc ça c'est pour savoir que ces paires marchent ou ne marchent pas, c'est des tests qui ont été faits sur plusieurs jours, plusieurs mois. Là, pour Forex, il a fait à l'époque l'ensemble des tests sur le sujet. D'accord, ok. Moi, j'avais vérifié à l'époque que l'euro-dollar parce que ça m'intéressait pas de faire 36 000 devises. D'accord, ok, merci beaucoup. Un petit avis par rapport à ce qui se passe en ce moment par rapport à la banque, à la banque centrale japonaise, la BOJ. Est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à réduire Elle a fait une erreur. Allô, le son a encore coupé. Alors attends, je vais attendre une petite seconde. Dis-moi si tu m'entends. Moi, j'entends bien. Ok, alors attends, je remonte le son. Et donc tu me disais, elle a fait une erreur. Oui. Elle a fait une erreur, c'est qu'elle n'a pas cassé l'accord qu'elle avait passé avec la BCE, les autres banques centrales. Elle l'a fait pratiquement sans consortium. Qui fait que, pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau ce qu'elle a fait. Pour toi, ça va, à moyen terme, la pression acheteuse et la pression haussière va revenir sur le yen? Elle l'a pas fait en consensus avec la Fed, ni avec la BCE, ni avec les autres banques centrales. Et tu penses que seule, elle ne peut pas arriver à aller contre la dynamique de fond du marché? Non, plus maintenant. Il y a 10 ou 15 ans, une banque comme la banque japonaise pouvait. Mais maintenant, c'est fini. Et pourquoi? En partie à cause de ce qu'on disait au début, donc des grosses banques et comme des banques comme Goldman Sachs par exemple? Les États-Unis, ça, la stratégie, ça les arrange pas. Les Chinois, ça les arrange pas. Donc, ils ont suffisamment de puissance financière pour, entre guillemets, empêcher que le mouvement se fasse. D'accord, ok. Voilà, c'est tout simplement pour avoir un avis sur une question d'actualité. Donc ensuite, le reste de la journée, tu prends des trades court terme. En gros, aujourd'hui, tu as pris essentiellement sur quel produit tes positions court terme? J'ai fait du DAX, du Bund et puis de l'euro-dollar. Ok, alors on va prendre un exemple sur le DAX. J'entends pas là. Allô, est-ce que tu m'entends? Allô, tu m'entends? C'est bon, j'entends. Ok, je disais sur le DAX, donc on a une journée plutôt baissière dans l'ensemble, même si c'était finalement hésitant. J'ai pratiquement plus pris de position après les stades de 15h30 parce qu'après le marché ne me convenait pas. D'accord, donc quels sont les critères d'un marché qui te convient exactement? Ben, quand je vois qu'il commence à y avoir beaucoup de bruit. Ok, alors là on a... Si on regarde... Attends, parce que... Alors je sais pas pourquoi ça souffle, des fois ça grésille, je crois que c'est quand il y a du son de ton côté, je sais pas exactement pourquoi, mais c'est pas très grave, mais là c'est bon, c'est revenu, ok. Allô? Si on regarde entre 14h30 et 17h, si on regarde le DAX ou le CAC, on voit qu'il y a eu pas mal de bruit. Oui, tout à fait. Donc ça c'était lié aux annonces, c'est ça, de 14h? Tout à fait, mais après on est resté dans un range après. Toi, le trading de nouvelles, ça t'intéresse pas? Je le faisais dans le temps en breakout, mais j'obtenais pas des bons résultats. Et aujourd'hui c'est carrément impossible? Parce que quand on regarde les news, comme maintenant qu'il y a les ordinateurs qui font la loi, ça peut partir très vite dans un sens pour après repartir très vite dans l'autre sens. Et en manuel, même avec quand on est sur les futurs, il se peut que le carnet soit vidé, qui fait que je ne peux pas retenir la position facilement. D'accord. Donc après 14h30, tu as repris le trading ou tu as coupé complètement? J'ai fait du trading surtout sur l'Eurobond. D'accord. Et simplement pour rester sur le DAX, ce matin, les positions que tu prenais, c'était plutôt des shorts, je suppose? J'ai fait un short le matin, oui. Seulement un? Non, j'ai fait un... Attends, je regarde sur mon système. À l'ouverture, je me suis pris un long. Alors, à l'ouverture, on va revenir. J'ai pris un long à 9h04.
Alors, oui, à 9h04, oui, long. J'ai clôturé à 9h50. Alors, sur quel critère tu as pris ce long à 9h04 si on regarde à Sur 9h04? mon triptyque, sur mon système de triptyque. Et donc, justement, en fait, oui, donc tu as les 3 écrans, tu suis les tendances sur différentes unités de temps, mais qu'est-ce que t'as eu un mouvement particulier à 9h04 qui t'a... J'ai commencé à avoir des mouvements comme quoi ça voulait bien décoller. D'accord, ouais. Et donc, quels sont ces critères? Si tu veux nous les donner, bien sûr, hein, Il y a une partie, c'est des fabrications maison. D'accord, donc tu veux pas en parler, c'est ça? Mais n'hésite pas à le dire. Sans préciser, j'ai écrit des espèces de polynômes mathématiques sur le CCI et sur le Trix. Ok, voilà, c'était juste pour bien comprendre. Bien sûr, je comprends que tu ne veuilles pas en parler plus que ça. Il y a absolument aucun problème. C'était juste pour avoir cette information. Donc, tu as, avec tes indicateurs maison, tu as réussi à discerner des opérations acheteurs, une certaine force acheteuse qui pouvait laisser suggérer que les marchés allaient décoller. C'est ce qui s'est passé exactement. Tu as pris ton take profit à combien environ? Ouais, j'ai raté le short qu'il y avait à faire vers 10h30. D'accord, oui. Oui, on voit un beau short, ouais. Oui, je suis revenu long vers 11h45. Alors, 11h. J'ai fait un tout petit long, hein. J'ai pas eu beaucoup de points. D'accord, oui. Et après, j'ai fait un short à 13h05. À 13h05. Ouais, beau short là, par contre, à 13h05, tu. Sortir pour la news. D'accord, ouais, donc c'est ton meilleur trade de la journée sur le DAX, ce short de 13h05. Tout à fait. Ok. Juste pour information, donc par exemple chez DBFX, par rapport au trading sur futur, c'est quel type de commission? Le futur, c'est Saxo-Bank où je fais les futurs. D'accord, c'est ça, chez chaque Saxo-Bank que tu fais les futurs. Il n'y a que du Forex. DBFX, ouais, il n'y a que du Forex, d'accord, très bien. Ok, donc merci pour la précision. Donc au niveau de ces prises de position en intraday, et donc je suppose que c'est des ordres que tu passes en manuel ou que tu places en attente? Là, c'est en manuel, hein. C'est pas en attente. Hein. Là, Oui, c'est en manuel. Pardon, en fait, je regarde le carnet d'ordre et par rapport au carnet d'ordre, je passe les ordres. D'accord, par contre, je me trompe à chaque fois quand je te dis manuel ou en attente, je confonds, en fait, je voulais dire au marché ou en attente. C'est les ordres de marché là que tu passes par contre. En général, c'est au marché, mais ça dépend de combien de contrats je veux prendre pour voir si je monte un petit peu sur le carnet ou pas. D'accord, ok. Tu regardes beaucoup le carnet d'ordre sur les futurs? Si tu veux, quand je décide de rentrer sur le marché, j'ai un petit fichier Excel, je regarde combien de contrats je vais mettre. D'accord, oui. Parce que je regarde si je me mets en 0,25% de money management, 0,5%, 1 ou 2%. Si c'est 0,25%, je ne regarderai pas trop le carnet, mais si par exemple je suis à 2%, je regarderai le carnet pour voir s'il y a suffisamment pour prendre. Ou si je fais monter le sujet, ou si je fais décaler le carnet. D'accord, ok. Est-ce que ça, par rapport au marché d'échange, est-ce que ça manque beaucoup un carnet d'ordre justement sur le marché d'échange? Oui, parce que ça permettrait de voir les forces acheteurs et les forces vendeurs. Alors que sur le Forex, il n'y a pas cette approche. Et impossible de l'avoir sur le Forex, ou est-ce qu'il y a des approximations ou des estimations qui peuvent être valables? Sur les salles de marché, on peut l'avoir pour la simple raison. Le Forex, c'est 2 gros systèmes différents, plus 3 qui ont été créés ces dernières années. Donc il suffit d'être branché sur ces 5 systèmes, mais il n'y a que les grosses banques, salles de marché qui ont accès à ça, et de mutualiser ces 5 systèmes. Et donc là, on arrive à avoir des volumes et des carnets d'ordre relativement fiables. On va voir ce qui se passe. D'accord. Ok, merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes. Alors, je vais profiter des 5 minutes pour réagir un peu sur ce qu'il dit sur le chat. On va poser quelques questions. Ensuite, on va terminer là-dessus. On a Genesis qui nous demande quel instrument principal utilise-t-il pour prendre une décision. Alors, je crois que tu l'as dit en partie tout à l'heure. En gros, c'est des formules basées sur le CCI et un indicateur Trix, c'est ça? Enfin, c'est un indicateur polynomial qui est basé sur le CCI et sur le Trix que j'ai écrit. D'accord, ok. Donc, mais j'ai toujours en secours un MACD, le MACD de Philippe Cahin, et j'ai toujours aussi des moyennes mobiles comme tout le monde. D'accord, ouais. Donc voilà pour les outils qu'il utilise. Et pour les objectifs, j'utilise beaucoup les points pivots et j'utilise beaucoup après résistance support. J'utilise très rarement les droits de tendance. Pour toi, les points pivots dans le cadre du trading intraday, c'est indispensable? Les points pivots, je dirais que c'est nul, mais sur une salle de marché, c'est utilisé par tous les traders. Et donc, du fait que ce soit utilisé, ça suffit à lui-même, en gros. Alors, juste une information, les 80% des traders dans le monde, ce qu'ils utilisent, c'est soit en UT5, soit en UT15, la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50, et soit un MACD, soit un RSI. D'accord. D'accord, mais pas plus. Je ne parle pas des propriétés traders, hein. Je parle 80% des traders des salles de marché des banques et des assurances. D'accord, ok, merci beaucoup. Donc Bird nous laisse un lien par rapport, donc il nous dit pour en savoir plus par rapport au breakout horaire,
on a un lien, voilà, qui est une file en fait sur Trader Forex qui est animée par Sniper Forex. Donc merci. Moi, je vais vous donner aussi un lien sur une autre approche du breakout horaire entre 8h et 9h du matin sur le DAX. Ok, bah écoute, on suivra ça avec... C'est une vidéo de 5 minutes. C'est toi qui l'as réalisé ou c'est... Pas du tout, c'est WH Alphavest, un des traders de WH Alphavest qui l'a fait. D'accord, merci beaucoup pour le lien, on suivra ça juste après. On a Jojo qui nous dit, j'ai regardé quelques-unes des anciennes vidéos, tu utilises toujours THV ou tu... Allô? Ouais, est-ce que tu m'entends? C'est bon, ouais, c'est revenu. Ok, on a Jojo qui me parle du système THV. Alors pour le moment, je l'ai mis au placard, Jojo, je l'utilise plus. Mais je pense que c'est quand même un système qui est assez intéressant, qui permet de suivre la tendance. Bird nous dit, il a d'excellents résultats jusqu'à une période où c'était la catastrophe en parlant de Sniper Forex. Oui, parce que pendant un moment, il publiait pas mal d'analyses moyen terme. Alors 2 petites secondes, ça sonne en bas. Est-ce que tu as le chat sous les yeux? Allô? Oui. Est-ce que tu as le chat sous les yeux? Ok, est-ce que tu peux répondre jusqu'à quelques questions et je reviens tout de suite, je vais juste ouvrir la porte en bas, ça vient de sonner. Allô? Allô? Ouais, tu m'entends? Oui. Regarde les questions. Où est-ce qu'elles sont les questions? Faut une doc. Mais si vous voulez mettre vos questions, allez-y. Oui, alors désolé, je revenais, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire, ça sonnait en bas, j'ai dû faire un aller-retour. Non, je disais juste, il y a eu pas mal de questions, donc on va faire le petit point pour terminer. Il est déjà 18h58, il reste 2 minutes avant la fin de l'émission. Bird nous dit, lui, il le fait sur 8 paires en même temps. Donc en parlant de Sniper Forex, oui, Sniper Forex traite beaucoup de paires de devises, lui il est vraiment spécialisé sur le Forex. Toi tu as dit que tu préfères te concentrer sur un nombre restreint de paires ou de produits. Donc pour toi c'est une question de goût et d'expérience. Je sais que sinon je saturerais si je ne faisais que du Forex, comme je saturais à un moment donné parce que je ne faisais plus que du DAX. Au moins mon plaisir, là je sais que quand j'en aurai marre d'un de ces produits, j'irai sur l'or et sur le pétrole, pour changer un peu. D'accord. En fait, qu'est-ce qui t'en... C'est quoi? Tu trouves ça répétitif? Qu'est-ce qui t'ennuie au bout d'un moment sur un produit? Je sature sur un instrument qui fait que j'ai envie de voir d'autres instruments. Ok, très bien. En termes d'objectifs, en pourcentage par mois, tu penses que qu'est-ce qui est raisonnable? Plutôt 5% comme rendement? Plutôt 10%? Moins? Moi je vais te faire bondir, je fais à peu près 25% à 30%. Par mois? Par mois sur mon day trading. Et sur mon portefeuille de swing trading qui est beaucoup plus important, mais je ne travaille qu'avec des options, je fais à peu près entre 5 et 8%. Et en termes de drawdown maximum, tu arrives à combien? J'ai jamais calculé. D'accord. Mais en gros, si tu devais, c'est moins de 10% le drawdown maximal? Je pense pas que j'atteigne les 10%. Tu penses pas atteindre les 10%, voilà, c'est juste pour se faire une idée. Ok, merci beaucoup. Donc on a pas mal de monde. Oui. Sur le swing trading, j'ai 90% d'opérations gagnantes. Sur le swing trading? C'est qu'avec des options. Par contre, je n'ai qu'un rendement qui est inférieur à 10%. D'accord, mais c'est déjà excellent. 10% par mois, je veux dire, c'est... Je vais juste vous donner un exemple. Vous cherchez sur Internet, vous regarderez la stratégie du covered call. En France, moi, je suis connu pour être le plus gros intervenant sur France Télécom, sur la Jaune des Sorcières, pour faire des covered call à base de call. Ok, alors là je connais pas du tout cet aspect. En gros, il suffit que tu aies 100 actions France Télécom et tous les mois tu vends un call au-dessus et tu encaisses la prime. D'accord, ok. Aucun risque. Et si jamais tu te fais exercer, bah, tu vends ton France Télécom que tu as acheté. D'accord. Ok, on se renseignera là-dessus, donc merci. Donc le cover call. Alors, on a Scalper qui nous dit, ça c'est du point d'origine ou c'est un cumul sur le TP1 et TP2. Alors c'était par rapport à tes interventions tout à l'heure. S'il y en a qui ont mal compris, je vous rappelle que l'émission sera disponible en différé sur Vidéo Bourse. De plus, je l'exporterai sur YouTube, donc vous pourrez regarder de nouveau ce que nous a expliqué Forexman. Et donc le lien vient d'être posté pour ceux que ça intéresse sur le chat. Birdcom nous dit c'est à peu près la même voire identique. Scalper fait une recherche sur Trader Forex sur la méthode numérique de Sniper. Oui, bah oui, forcément c'est une approche très similaire à celle que tu expliques, puisque comme tu le dis, vous avez travaillé tous les deux sur cette... Oui, c'était il y a 2 ans et demi où on a mis ça au point. C'était début 2008. Et depuis 2 ans et demi, vous utilisez cette stratégie avec succès? Non, lui maintenant il est passé à autre chose il y a 1 an et demi, effectivement, à cause du bouillon qu'il a pris. D'accord, justement, donc il y a quand même des périodes difficiles. Moi je continue d'utiliser sur l'euro-dollar parce que moi ça me convient bien et j'ai réussi. D'accord, il y a quand même des périodes. Je pense que l'erreur qu'il avait fait quand on avait discuté à un moment donné, c'est que son money management, il commençait à prendre plus l'effet de levier que le money management.
et qu'il y avait des paires dans ces paires qu'il avait prises qui ne donnaient plus du tout de bons résultats. Alors de mémoire, je ne sais plus si c'était celle qui était à base de franc-suisse ou de la paire anglaise ou le yen. Enfin, il y avait une catégorie qui ne marchait plus du tout et qui fait que ça lui plombait tous ses autres résultats. Ok. Merci pour les précisions. Il est 19h01, donc je vais pas te retenir plus longtemps. Il y avait pas mal de questions qui ont été posées sur le chat que j'ai pas eu le temps de voir, donc j'essaierai de faire un point par la suite et d'y répondre peut-être en différé, etc. Ou de te les poser indirectement. Merci beaucoup Sniper. Merci beaucoup Forexman, justement. Tu vois, l'amalgame plutôt amusant. Merci beaucoup Forexman pour nous avoir rejoints. On te retrouvera. Enfin, moi personnellement, je pense que je te verrai au salon, c'est ça? Donc peut-être demain et certainement samedi. Demain, je vais passer en Provence. Moi, j'habite pas très loin. J'habite du côté du parc Monceau. Oui, d'accord, ok, oui. Mais comme demain, j'ai fait pas mal de mes opérations, mais je pense que je verrai à l'ouverture parce que je vais quand même aller voir mes copains Jean-Luc Cussac, Stéphane Solitaire pour en souhaiter bonne chance. Et puis je vais dire, j'avais promis à Philippe Hermite de passer aussi. D'accord, ok, très bien. J'espère que je pourrai te rencontrer à cette occasion. Et puis, en tout cas, si tu veux reparticiper à une émission prochainement, tu es toujours le bienvenu. Allô? Alors ça a coupé. Allô? Ouais, là c'est bon, c'est revenu. Tu me disais oui. J'arrête de trader à 18h, c'est dans ma philosophie. C'est 8h moins le quart le matin jusqu'à 18h. Après, je ne traite plus. C'est une question d'organisation. Tu penses que c'est important de garder un rythme de travail précis, même quand on est sur des marchés qui peuvent coter 24h sur 24? Je pourrais travailler avec la nuit si je voulais, mais bon, on devient un peu fou à un moment donné qu'il faut se mettre des barrières. Ok, il faut prendre du recul. C'est parce que hier au sport, je me suis fait une petite blessure qui fait que j'ai pas été faire de sport ce soir. D'accord, ok. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, c'est très sympa, très intéressant et c'est rare d'avoir des témoignages avec une expérience comme la tienne. Donc, comme je t'ai dit, si tu veux repasser, il n'y a vraiment aucun problème. Ce sera avec grand plaisir. Ok. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir.